Vous êtes à l'écoute de Radio J, 6h21. Merci d'être avec nous. C'est un jour particulier que l'on commémore aujourd'hui. Ce mercredi 27 janvier est en effet la journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il y a 76 ans, jour pour jour, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'Armée rouge. L'occasion de revenir ce matin sur la découverte et la libération des camps en 1944 et 1945 par les Soviétiques, puis par les Américains. Une page d'histoire avec vous ce matin, Christophe Daran. Et c'est dès le milieu de l'année 1944, Ilana, que les Américains d'un côté, les Soviétiques de l'autre, vont découvrir les camps, même si les États-Unis et l'URSS étaient au courant depuis plusieurs mois du génocide en train de se dérouler. Il faut rappeler que dès fin août 1941, une grande assemblée de personnalités juives soviétiques alerte l'opinion mondiale sur le projet d'extermination totale du peuple juif et que la solution finale à la question juive est décidée lors de la conférence de Wannsee près de Berlin en janvier 1942. Seulement, et bien après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, les Américains progressent vers l'Allemagne et découvrent des camps vides. Et oui, les détenus ont été évacués, les camps détruits et les SS avaient fui. Les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor et Belzec ont été complètement détruits par les Allemands dès 1943. En revanche, de leur côté, les Soviétiques sont les premiers à découvrir l'horreur. Le 24 juillet 1944, ils sont accueillis dans le camp de concentration et d'extermination de Majdanek en Pologne par une centaine de prisonniers rescapés. Majdanek, c'est le premier camp de la mort découvert par les Russes. Entre 70 000 et 235 000 personnes y sont mortes, dont 60 000 à 80 000 juifs. En janvier 1945, l'armée rouge découvre aussi le camp d'extermination de Chemno le 19 janvier, où entre 150 000 et 170 000 juifs, essentiellement polonais, ont été tués. Mais là encore, le camp a été évacué par les nazis et ils l'ont d'ailleurs détruit pour ne laisser aucune trace. Oui, c'était ce qu'ils devaient faire. C'est même des instructions en fait de Berlin, effectivement, de détruire toute preuve. Mais il faut dire aussi dans le même temps que pour l'armée rouge, eh bien, les camps ne sont pas vraiment leur priorité. En fait, ce qu'il faut pour les soviétiques, c'est gagner la guerre avant les Américains et au passage, eh bien, s'emparer du potentiel industriel très précieux de la région, plus précisément du bassin minier de Silésie. Mais le 26 janvier 1945, le général Petrenko, personnage important qui a reçu le titre de héros de l'Union soviétique en 1943, reçoit un coup de téléphone d'un interlocuteur qui lui parle du camp d'Auschwitz. Les soviétiques, par ailleurs, tournent des films à partir des images saisies dans le camp pour servir la propagande stalinienne. Alors oui, tout à fait. Staline qui va gonfler en fait les chiffres sur le nombre de morts à Auschwitz. On parle d'un bilan de 3 à 4 millions de morts. Mais ce qu'il faut évidemment rappeler, c'est ce qu'est Auschwitz, ce camp de concentration et d'extermination créé par Himmler en 1940, dirigé par Rudolf Höss, qui a été le plus important des camps d'extermination nazis. Plus d'1,1 million déportés ont été tués, dont 960 000 juifs. Il y a aussi 75 000 Polonais, 21 000 Tziganes et 15 000 prisonniers de guerre soviétiques qui ont également péri à Auschwitz. En fait, l'endroit, Ilana, a été choisi pour les nazis à la fois pour les bonnes dessertes ferroviaires et aussi parce qu'il était assez éloigné. Donc, pour eux, c'était assez pratique. Et il faut dire que les nazis avaient attribué à Auschwitz 2 fonctions. L'assassinat pour ceux dont ils n'avaient pas besoin, la mise au travail jusqu'à la mort pour les autres, car il ne faut jamais oublier que Auschwitz était un véritable complexe avec plusieurs bâtiments, des installations agricoles et industrielles, dont la plus importante est l'usine IG Farben. Et on dit souvent Auschwitz-Birkenau. Oui, en fait, Birkenau, c'était le camp d'extermination qui est distinct du camp de concentration. C'est pour ça que d'ailleurs on dit Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II. Et les premières chambres à gaz de Birkenau fonctionnent à partir de juillet 1942. Et c'est donc par moins 25 degrés et sous la neige que l'armée rouge entre à Auschwitz l'après-midi du 27 janvier 1945. Une partie du camp a été détruite par les nazis au moment de l'évacuation, mais il reste beaucoup de preuves de la barbarie inhumaine qui s'y est déroulée pendant 5 ans. Oui, des cadavres jonchent le sol, de rares détenus encore en vie décharnés errent dans le camp. L'armée rouge découvre aussi des centaines de milliers d'effets personnels qui appartiennent aux juifs, aux autres détenus, des vêtements, des tapis, des brosses à dents, des lunettes, toutes sortes d'objets du quotidien. 7000 détenus sont libérés sur l'ensemble du camp, dont l'écrivain Primo Levi qui racontera cela plus tard
dans Si j'étais un homme, et également le père de Anne Frank. Et l'armée rouge est sous le choc, on imagine. Oui, on imagine quand même qu'ils en ont vu pas mal dans cette guerre, mais effectivement, le choc est absolument incroyable, même si, comme je le disais, ils étaient probablement au courant, effectivement, de tout ce qui se passait, de tout ce qui se préparait dans ces camps depuis plusieurs années. Et je vais vous citer, du coup, le général Petrenko que j'évoquais tout à l'heure. Nos soldats ont trouvé un appareil et ont fait de la lumière. Des détenus émaciés en vêtements rayés s'approchaient de nous et nous parlaient en diverses langues. Ce n'est qu'à Auschwitz que j'ai appris le destin des Juifs d'Europe. Et les soviétiques, je le disais tout à l'heure, tournent des films à partir des images saisies pour servir aussi la propagande de Joseph Staline. Oui, exactement. Hein, Staline qui va véritablement se servir en fait de cela pour montrer bien, au monde entier que les soviétiques sont quelque part pionniers. Mais il faut aussi préciser que dans ces films, les Juifs en fait sont peu mis en avant. C'est-à-dire qu'on va mettre davantage en avant les Ukrainiens, d'autres nationalités. Donc on voit effectivement l'objectif de propagande. Il faut dire, hein, comme on avait parlé il y a quelques semaines, Ilana, que Staline, on ne peut pas vraiment dire qu'il était pro-sioniste, loin de là, puisque lui-même adoptera une politique antisémite quelques années plus tard, justement, après la Seconde Guerre mondiale. Bon, l'armée rouge a libéré le camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945, mais qu'en est-il pour les Américains ? Ce sera un petit peu plus tardif pour les Américains. En fait, ils vont libérer le camp de concentration, un camp de concentration encore occupé par ces détenus, celui de Ohrdruf, que le 3 avril 1945. Donc, vous voyez que quelques semaines se sont écoulées par rapport à Auschwitz le 27 janvier. Les Américains vont découvrir 3000 corps nus, décharnés dans des fosses ou errant dans des allées. Ohrdruf, c'est donc le premier camp de concentration libéré par les Américains. Et suivent la libération de Buchenwald le 11 avril, Bergen-Belsen le 15 et enfin Dachau le 29. Et avec à chaque fois, comme pour les soviétiques, le même choc et la nécessité de filmer pour conserver les traces et les preuves de l'indicible. Le 30 avril 1945, le lendemain de la libération de Dachau par les Américains, l'armée rouge libère le seul camp de concentration nazi réservé aux femmes, celui de Ravensbrück. En tout cas, cette année, malgré la crise sanitaire, plusieurs événements sont organisés partout dans le monde. C'est la journée internationale de commémoration aujourd'hui à la mémoire des victimes de la Shoah. Oui, beaucoup de choses. À midi, d'abord, une cérémonie de commémoration organisée à suivre sur le site du mémorial de la Shoah et sur Facebook. Puis à 19h30, une discussion il y a quelques jours entre le survivant de la Shoah, Isur Rosenman, et l'universitaire Regine Weintrater. Et puis la conversation qui sera suivie de la diffusion d'un film, La mémoire d'Auschwitz. Entre-temps, le Congrès juif mondial propose à 15h, toujours aujourd'hui, une commémoration depuis le camp d'Auschwitz. Et à 18h30, va se dérouler, sans public, bien entendu, le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe par l'Union des déportés d'Auschwitz. Et toujours aujourd'hui, une cérémonie virtuelle, par ailleurs, est organisée à l'UNESCO à 17h. L'événement qui va comprendre un discours de la chancelière Angela Merkel, mais aussi des interventions du président de l'Assemblée générale des Nations unies et des représentants des États-Unis et d'Israël, une rescapée de la Shoah, Irène Butter, et sa petite fille, ainsi que des universitaires, des artistes et des actifs dans le domaine de l'éducation et de la commémoration de la Shoah prendront également la parole. Enfin, une exposition de photographie intitulée Lest We Forget, n'oublions pas, est présentée jusqu'au 12 février prochain au siège de l'UNESCO à Paris, en partenariat d'ailleurs avec le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et vous pouvez le voir à l'extérieur, donc pas de problème de contraintes sanitaires. 200 portraits de survivants de la Shoah et d'autres crimes nazis saisis par le photographe germano-italien Luigi Toscano. C'est le plus vaste accrochage au monde de portraits de survivants de la Shoah. Plus d'1 million de visiteurs ont déjà vu l'exposition qui est passée par Berlin, Kiev, New York, Washington ou encore Vienne. Merci Christophe pour ces informations. À noter par ailleurs que le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem lance aussi une nouvelle exposition virtuelle en français, une exposition de 426 jeunes, pour la plupart des orphelins qui étaient arrivés en France dans une maison de l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE. On salue d'ailleurs leur travail. C'était dans le département de l'Eure après la libération par les Américains du camp de Buchenwald en avril 1945. Et j'ajoute que nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure à 7h45 sur cette journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah avec notre invité, l'historien Tal Brutman.